Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous donner un petit mot d'information sur le sujet de l'examen. Alors, je vous ai reproduit ici le sujet de l'année dernière pour que vous ayez vraiment une idée concrète des attentes du cours. Donc, vous voyez, vous aurez à traiter les questions CM et TD sur des copies distinctes, puisque c'est le professeur de TD qui corrige les TD et c'est moi qui corrige les questions CM. Alors, vous avez des questions, les trois premières questions sont des questions plutôt de type questions de cours. Vous voyez, ça, c'est un point que nous avons traité. Comment la question de la signification est-elle appréhendée dans le cas des sémantiques logiques? Ensuite, une citation à commenter, là, qui porte sur un point que nous n'avons pas encore vu, mais qu'on va voir aujourd'hui, sur la distinction entre le lexical et le grammatical. La notion de polysémie, là aussi, vous voyez que j'indique bien en donnant des exemples, c'est important que vous ayez des exemples soit du cours, soit des exemples personnels. Et puis enfin, il y a une dernière partie qui est plus sous la forme d'exercice où on doit analyser des unités lexicales en termes de préfixation, suffixation, etc., tout en analysant le sens, mais ça aussi, on ne l'a pas encore vu, on va le voir dans les cours suivants. Alors évidemment, là, il se trouve que ce sujet correspond, à part la question 1 qui est un point qu'on a déjà vu en cours, les autres questions portent sur des choses que nous n'avons pas encore vues, mais ça ne veut pas du tout dire que pour le sujet de l'année prochaine, de cette année, pardon, enfin oui, de l'année prochaine, puisqu'il sera en janvier 2020, il n'y aura pas plusieurs questions sur ce que nous avons déjà traité là jusqu'à aujourd'hui. Hein. Là, il se trouve que j'avais interrogé l'année dernière plutôt sur la fin du semestre, mais ce n'est pas du tout une obligation. C'est surtout pour vous donner une idée concrète des sujets de cours sous forme de questions de cours des questions de cours, classiques, hein, expliquer une notion ou une question, ou sous la forme d'une question ici pour le problème de la signification. Question sous forme de citation, donc en gros, ce sera ce format, c'est-à-dire vous aurez deux petites questions de cours, une question à partir d'une citation et puis une question sous forme d'exercice. Bon, un peu de choses. Enfin, il peut y avoir une toute petite variation, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le sujet, mais ce sera grosso modo sur ce modèle. Et vous voyez que chaque question porte sur 2 points et demi, l'ensemble porte sur 10 points et les questions de TD sur 10 points. Oui ? Ah, bonne question. Alors là, j'ai un doute, je pense que c'est 2 heures au total. Attendez, je vais vérifier. Je pense que j'ai un sujet ici. Non. Deux heures, oui, c'est ça. 2 heures pour l'ensemble. Hein. Et il n'y a pas de matériel autorisé. Je vois aussi que l'année précédente, j'avais posé seulement 3 questions, 2 questions sur 3 points et demi et une question sur 3 points. Et il y avait une question de cours selon un point de vue sémantique, quelles sont les principales difficultés de compréhension situées au niveau de la phrase. Vous voyez. Ensuite, une citation à commenter de Merleau-Ponty, une de celles qu'on a vues, et puis ensuite il y avait une question sur des unités lexicales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'examen ? Alors, attendez, je me remets. Voilà.
Bon, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je rappelle le plan du cours pour vous indiquer que nous abordons le 4e chapitre, éléments de sémantique lexicale. Alors dans ce chapitre, nous allons examiner les points suivants. Tout d'abord, constater que la frontière entre le lexical et le grammatical n'est pas aussi nette que la tradition scolaire, notamment en grammaire, le laisse parfois entendre. On verra dans un deuxième point des problèmes de définition de l'unité lexicale parce que, en raison d'un phénomène que j'ai déjà signalé, qui est le problème de la polylexicalité, c'est-à-dire des mots qui contiennent en fait plusieurs unités, les mots composés par exemple. Bon. On examinera les différents éléments qui composent l'unité lexicale, les différents aspects, et ensuite la formation de l'unité lexicale, et c'est là qu'on examinera les différents types de formation des mots en français, et puis qu'on examinera donc les questions de dérivation, de composition, etc. Alors, tout d'abord, le premier point sur sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Alors, traditionnellement, relève de la sémantique lexicale les 4 parties du discours suivants: nom, verbe, adjectif et adverbe. Et puis, on met du côté de la sémantique grammaticale l'étude, l'analyse des mots grammaticaux, mots grammaticaux, déterminants, conjonction, pronom, préposition. Je n'ai pas mis ici l'interjection, j'aurais pu, mais comme c'est une partie du discours un peu marginale, je laisse de côté. Mais on inclut également dans la sémantique grammaticale les morphèmes flexionnels, de genre, de nombre, et puis les morphèmes dérivationnels, préfixe, suffixe. Alors, les choses seraient très simples si elles étaient aussi bien partagées que cela, et si on pouvait considérer que dans la sémantique lexicale, on étudie simplement les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes. En réalité, la situation est compliquée par les phénomènes suivants. D'abord, oui, les noms font partie de la sémantique grammaticale, mais il y a des phénomènes qu'on appelle de grammaticalisation qui font qu'un nom, mot lexical, peut devenir un mot grammatical. C'est le cas du mot « pas » en français, qui désigne un pas, qu'on fait lorsqu'on marche, par exemple, mais qui a fourni historiquement le deuxième élément de la négation, ne pas. Donc le mot pas est un nom, lorsque je dis je fais un pas, 2 pas, 3 pas, mais évidemment il devient un mot grammatical, enfin tout au moins, alors c'est compliqué parce que c'est un adverbe grammatical dans la négation. Les verbes sont en effet un verbe comme marcher, courir, aimer, etc., est un mot lexical. Mais les auxiliaires, comme être, avoir ou d'autres, sont des mots qui sont, lorsqu'ils sont employés comme auxiliaires, sont des verbes qui, lorsqu'ils sont employés comme auxiliaires, fonctionnent comme des mots grammaticaux. Si vous voulez, vous pouvez décrire l'action correspondant à marcher, mais vous ne pouvez pas décrire une action correspondant à être dans il est parti. C'est-à-dire, le verbe être, qui sert à conjuguer le passé composé, donc lorsqu'il est employé comme auxiliaire, n'a plus de sens lexical dans il est parti. Il a un sens lexical dans une phrase comme je pense donc je suis, où le verbe être signifie exister. Là oui, il a un sens lexical. Mais il a un sens grammatical quand il est employé comme auxiliaire. Donc un même mot, le verbe être, peut être tantôt un mot lexical, tantôt un mot grammatical. Ensuite, vous avez la catégorie des adjectifs. Là encore, un adjectif comme grand, petit, rouge, bleu, etc. Ce sont des adjectifs qui sont des mots lexicaux. Mais un adjectif comme
autre, hein, où les adjectifs, où les déterminants, enfin les adjectifs, pardon, ordinaux, premier, deuxième, sont pas vraiment, ont un sens quand même beaucoup plus grammatical que lexical. Et enfin, les adverbes. Dans les adverbes, si vous incluez dans les adverbes typiques du français en ment, comme rapidement, lentement, qui expriment, bon, voilà, d'une manière rapide, d'une manière lente. Là, vous avez bien des mots lexicaux qui décrivent quelque chose, mais si vous prenez des adverbes d'intensité comme si ou très, ou bien l'adverbe de négation comme ne pas, vous avez clairement des mots grammaticaux. Donc vous voyez que dans ces 4 catégories, j'ai bien des mots lexicaux lorsqu'ils décrivent quelque chose. Il y a quand même l'idée de description qui est sous-jacente à la notion de mot lexical. Hein. Par exemple, donc, le mot pas, lorsqu'il désigne un déplacement, enfin, faire un pas, 2 pas, 3 pas, décrit quelque chose. Mais le mot pas dans la négation, il ne marche pas, par exemple, ne pas, ne décrit plus rien. C'est quelque chose d'autre hein, qui se produit. Même chose, je l'ai dit, pour être au sens d'exister ou comme auxiliaire. Au sens d'exister, je pense donc je suis, le verbe être décrit quelque chose, décrit la notion d'existence. Bon. Mais dans son emploi comme auxiliaire, dans je suis sorti, il ne décrit plus rien. Les adjectifs comme, je disais tout à l'heure, rouge, petit, etc., décrivent une propriété, mais un adjectif comme autre ne décrit pas vraiment une propriété. De même pour les mots grammaticaux, les adverbes, si vous voulez, dans les adverbes, il y a 2 classes clairement. Hein. Il y a des adverbes lexicaux, rapidement, lentement, et des adverbes grammaticaux. Bon. Donc, la conclusion qu'on peut faire sur cette première partie là concernant le fait que des mots lexicaux peuvent avoir des emplois grammaticaux, c'est que, outre certains cas particuliers d'emploi des verbes, voire des noms, des adjectifs, mais le problème vaut surtout ici pour les verbes, hein, qui sont les verbes qui peuvent être auxiliaires ou en emploi non auxiliaire. La question se pose surtout pour le problème des adverbes, c'est-à-dire que là, il faut vraiment distinguer 2 catégories d'adverbes. Ce que ne fait pas la tradition grammaticale, mais scolaire, il faut distinguer les adverbes lexicaux, qui sont les adverbes en ment du français, des adverbes grammaticaux. Donc, clairement, là, la catégorie des adverbes se divise en 2 sous-catégories. Bon, maintenant, quand on regarde du côté de la sémantique grammaticale, il y a des complications aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les déterminants, un déterminant comme le, la, le garçon, la fille, etc., sont bien des mots grammaticaux. Ils ne décrivent rien de spécial. Bon. Mais certains déterminants utilisent des mots lexicaux. Par exemple, une foule de qui fonctionne comme un déterminant complexe. Hein. Si je dis il y a une foule d'étudiants dans la salle, je veux dire il y a beaucoup d'eux. Hein, donc c'est un déterminant numéral. Bien, mais il utilise un mot lexical. Donc là encore, la frontière entre lexical et grammatical est problématique. Même chose pour les locutions conjonctives. Si vous considérez le mot que dans je pense que tu as tort, ou le mot si dont je me demande si tu as raison, là, clairement, ce sont des conjonctions qui ont un sens grammatical. Mais vous voyez qu'une locution conjonctive comme à condition que, bon, contient un mot lexical. Les pronoms, certes, sont des mots grammaticaux, hein, il, mange, je, le vois, mais des lexicalisations sont possibles. Le je, le moi, dans ce cas-là, le pronom je devient ici dans le je, ou le pronom moi dans le moi fonctionne comme un nom. La remarque que j'ai faite au sujet des conjonctions peut être faite de la même façon pour les prépositions. Certes, une préposition comme à dans j'habite à Paris ou je viens de Paris sont des mots grammaticaux, mais vous avez des locutions prépositionnelles au sein de, au cœur de, au milieu de, qui incluent des mots lexicaux. Bon.
Bon, pour les morphèmes flexionnels de genre, de nombre, ou encore les temps verbaux, là, il n'y a pas de confusion possible. Là, ce sont vraiment des morphèmes uniquement grammaticaux. Et puis, pour les morphèmes dérivationnels, il y a des hésitations, peut-être pour certains préfixes, mais c'est très marginal. Donc, c'est moins problématique. Alors, on peut quand même trouver quelques critères qui distinguent les mots grammaticaux des mots lexicaux. Les mots grammaticaux sont plutôt, en principe, en un inventaire clos. C'est-à-dire que, mais c'est une tendance, hein, c'est-à-dire que vous avez une liste de déterminants. Quand vous ouvrez une grammaire du français, vous avez une liste de déterminants qui est toujours la même. Les articles, le, la, les, etc., les déterminants possessifs. On ne va pas inventer un nouveau déterminant possessif ou un nouveau déterminant démonstratif. Bon, cela dit, dans le cas des déterminants, vous l'avez vu, on peut avoir des déterminants comme un groupe de, une foule de, une masse de, et à la limite, là, on peut en inventer de nouveaux, hein, mais ce sont des déterminants complexes. Enfin, on est quand même du côté de l'inventaire clos dans les mots grammaticaux, de l'inventaire limité pour les mots lexicaux. Si on laisse de côté tout ce qui est locution prépositionnelle, locution conjonctive et déterminants complexes. Ensuite, on a vu que on peut considérer que les mots grammaticaux sont des mots outils, des mots qui sont dépourvus de sens descriptif, on peut dire, hein. Certains linguistes, en particulier Lucien Tainière, opposaient des mots pleins aux mots vides. Hein. Considéraient que les mots grammaticaux étaient en quelque sorte des mots vides et les mots lexicaux des mots pleins. Hein, c'est une opposition assez grossière, mais je veux dire qui exprime quelque chose de réel. Il prenait l'exemple d'ailleurs du télégramme, hein, à l'époque où on faisait des télégrammes, mais peut-être que vous le savez, mais avant qu'il y ait la possibilité d'envoyer des SMS sur les téléphones, pour envoyer un message rapidement, on utilisait le télégramme, et le télégramme consistait à dicter un message à un opérateur ou une opératrice, et au téléphone, et puis le message était écrit et transmis par un coursier rapidement au destinataire. Mais en fait, on payait au nombre de mots. Du coup, les gens réduisaient leurs phrases. Donc, au lieu de dire j'arrive à la gare de Lyon à 10h, on disait arrivée gare Lyon 10h. Voilà. Donc on supprime les mots grammaticaux, mais on conserve le sens finalement. D'où l'idée que les mots grammaticaux ne sont pas aussi indispensables au sens que les mots lexicaux. Bon, bien sûr, ils jouent un rôle, ils ne sont pas complètement vides, mais leur sens est, on l'a dit déjà rapidement quand on a parcouru, j'ai donné un aperçu des problèmes posés par la compréhension des mots grammaticaux, c'est un sens instructionnel. Hein, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, les mots grammaticaux sont plutôt des marqueurs relationnels. Ils possèdent un sens instructionnel, tandis que les mots lexicaux sont des unités autonomes qui ont un sens référentiel ou, si l'on veut, descriptif. Hein, alors, descriptif, c'est un peu dangereux dangereux. C'est-à-dire, c'est un peu problématique comme caractérisation, parce que ça marche bien avec les mots. Les noms communs, ça ne marche pas tellement avec les noms propres, hein, parce que les noms propres ne sont pas descriptifs, mais ce ne sont pas vraiment, on va avoir du mal à considérer les noms propres comme des mots grammaticaux, d'accord ? Bref, peu importe, ça c'est un autre problème que je laisse de côté, mais on a quand même, voilà, ces trois critères, hein, le critère donc de la limitation paradigmatique du côté des mots grammaticaux, l'opposition entre des mots sémantiquement légers, voire vides, et puis des mots sémantiquement pleins,
et puis le sens instructionnel d'un côté, le sens référentiel ou si on veut descriptif de l'autre. C'est ça, disons, c'est de cette façon qu'on peut distinguer les mots lexicaux des mots grammaticaux. Oui. Alors un sens instructionnel, ça signifie un sens qui non pas décrit quelque chose qui existe dans le monde, mais qui donne une instruction pour traiter les mots lexicaux de la phrase. Typiquement, un pronom, Pierre est malade, il a dû manger quelque chose de périmé. Bon. Quand j'utilise le il me donne l'instruction d'aller chercher un référent avant. Bon, c'est ça le sens instructionnel. Mais il tout seul n'a pas un sens, si vous voulez, descriptif comme malade dans la phrase. Malade, je sais ce que ça signifie, je peux décrire. Voilà. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, je vous donne 2 citations de Bernard Victory qui aborde dans un article de langage cette notion de sens grammatical. Alors, il prend l'exemple de bien. Dans le cas donc je lis cette citation. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage, donc entre le lexical et le grammatical, ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On aurait plutôt, donc sur une base sémantique, c'est-à-dire descriptive, on aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical. Donc pour l'emploi du mot bien, on a 2 aspects. On a du côté lexical la notion de possession, avoir des biens, avoir un bien, ça ce serait plutôt lexical. La notion de satisfaction, ça fait du bien. La valeur éthique, faire le bien, ou c'est un type bien. Et puis aussi certains emplois adverbiaux, il s'est bien comporté, il s'est très bien comporté, voilà. Donc tous ces emplois de bien seraient plutôt lexicaux. Et puis du côté grammatical, on aurait les valeurs de degré, par exemple, il a bien bu. Donc vous voyez la différence entre il s'est bien comporté et il a bien bu. Ici, la valeur de bien est purement intensive, alors que là, elle est quand même qualitative, si l'on veut. C'est-à-dire qu'il s'est comporté convenablement. Il s'est bien comporté, on pourrait remplacer bien par convenablement. Il a bien bu, ça signifie il a beaucoup bu. Renforcement d'une assertion, c'est bien son écriture. Bon. De concession, j'écrirai bien, mais etc. Bon, alors la frontière est là, on n'entre pas dans les critères, etc. Mais c'est simplement pour vous montrer que un même mot est susceptible d'avoir des emplois plutôt grammaticaux et des emplois plutôt lexicaux. Et c'est précisément ce que Victory énonce ici, avec ces 2 principes. La distinction lexicale-grammaticale n'est pas une propriété binaire et fixe. C'est-à-dire, il n'y a pas, une fois pour toutes, les mots lexicaux, les mots grammaticaux. Mais c'est un gradient, c'est-à-dire quelque chose de continu, un gradient le long d'un continuum. En donner une bonne définition ne consiste pas forcément à privilégier l'un des critères possibles de manière à fixer une frontière précise dans ce continuum. Au contraire, une bonne définition doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire. Donc, si on sépare brutalement par une dichotomie, c'est-à-dire une séparation entre 2 catégories, mots lexicaux d'un côté, mots grammaticaux de l'autre, il y aura forcément une part artificielle, une part arbitraire. On va décider arbitrairement que tel emploi de bien, c'est grammatical et tel emploi lexical, sans avoir forcément de raison. En revanche, dès qu'on dit qu'il y a un continuum, on va vers du plus lexical au plus grammatical, avec des degrés. Et bien là, on peut avoir des explications qui correspondent mieux à la réalité des emplois. Par conséquent, donc, cette distinction grammaticale-lexicale n'est pas une propriété qui est attachée à une unité en tant que telle, mais plutôt à certains emplois d'une unité. Une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical suivant les énoncés dans lesquels elle s'insère.
Bon, ça c'est ce qu'on a vu avec le mot bien. Bien sûr, il faut rendre compte aussi du fait que certaines unités ne permettent que des emplois d'un certain type et que certaines autres exhibent une tendance plus prononcée vers l'un ou l'autre des pôles. Alors, c'est sûr que vous allez avoir du mal à trouver un emploi lexical du déterminant le ou la, hein, sauf à la limite dans un emploi métalinguistique, si l'on veut, si vous dites en parlant du mot le est mal écrit, par exemple. Ouais, dans ce cas-là, oui, d'accord. Vous pouvez transformer n'importe quel mot en nom en l'utilisant comme ça de manière métalinguistique, ou disons en autonymie, comme on dit. Bon, donc il y a quand même des zones de stabilité, hein, des verbes qui sont toujours en emploi verbal. On l'a vu, seuls les auxiliaires se promènent un peu entre le lexical et le grammatical. Les adverbes, il faut distinguer. C'est peut-être dans la catégorie des adverbes qu'il y a le plus de continuité entre le plus lexical et le plus grammatical. Hein. Alors, mais on voit très clairement que des adverbes en ment comme un adverbe en ment comme rapidement est clairement lexical, alors qu'un adverbe de négation est clairement grammatical. Vous pouvez aller vous reposer si vous voulez. Hein. Bon, donc, je passe sur ce premier point. On admet donc que la frontière entre le lexique et la grammaire est parfois floue. Mais grosso modo, on a quand même dans les mots lexicaux des noms, des verbes, des adjectifs et les adverbes, à l'exception des adverbes grammaticaux. Bon. Maintenant, premier problème dans la question de la délimitation d'une unité lexicale, et c'est là qu'on va voir qu'on a besoin d'une expression comme celle-ci pour remplacer, disons, pour compléter la notion de mot, le terme mot qui ne peut pas nous rendre tous les services nécessaires, c'est le problème du figement. Bon, quand vous parlez d'une table ronde au sens d'une réunion, ou quand vous employez une locution verbale comme casser sa pipe au sens de mourir, vous avez bien une unité, c'est casser sa pipe, c'est un verbe. Une table ronde est un nom. Donc vous avez une seule, enfin vous avez un nom, donc une unité, mais qui contient plusieurs mots. Donc c'est dans ce cas qu'on va parler d'unité polylexicale. Hein, table ronde est une unité polylexicale parce que c'est une unité lexicale composée de deux mots. Casser sa pipe est une unité polylexicale parce que c'est une unité lexicale composée de trois mots. Casser sa et pipe. Bien. Donc, une unité lexicale peut être monolexicale, comme une table, une chaise. Bon, là, voilà, on a des unités lexicales qui sont monolexicales, ou bien polylexicales. Alors, c'est une unité aussi au sens cognitif. Ça, je veux dire, on a pu montrer assez facilement du point de vue psycholinguistique que vraiment ces mots composés comme table ronde ou casser sa pipe sont traités cognitivement comme une unité. Mais il y a aussi toutes sortes de critères qui permettent de le vérifier. Et la question, là encore, ça va être une question d'absence de dichotomie, de coupure entre le monolexical et le polylexical, parce qu'il va y avoir des degrés de figement. Alors, prenons l'exemple de casser sa pipe. Je vous donne une liste de critères
Bon, vous pourrez regarder, si vous le souhaitez, si la question vous intéresse, plus de détails sur ce lien qui renvoie à un article de Salah Mejri, qui est un bon spécialiste de la question, et puis Gaston Gross aussi. Vous voyez, ce sont des questions qui ont été abordées, qui sont traditionnelles maintenant. Hein. Gaston Gross 82, c'est déjà assez ancien, mais ça reste tout à fait juste. Donc, on a toutes sortes de critères pour vérifier si l'unité est figée ou pas et à quel degré. Donc, si elle est figée, elle ne peut pas subir des transformations. Alors, si on prend casser sa pipe, on peut effectuer un certain nombre de tests. Alors, par exemple, la variation de la personne et le nombre du possessif. Donc à partir de Luc a cassé sa pipe, on peut très bien avoir un double sujet, Luc et Max ont cassé leur pipe, ça marche très bien, cette variation est possible. On peut faire varier le mode du verbe, hein. Je crains que Max n'ait cassé sa pipe, en cassant sa pipe, Max a sauvé ses complices. On peut utiliser un adverbe de temps, va casser sa pipe dans peu de temps. On peut insérer des éléments entre le verbe et le complément. Nous casserons tous notre pipe un jour. Max a bêtement cassé sa pipe. Alors, la pronominalisation, là, ça commence à se compliquer un peu. Est-ce qu'on peut dire Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi? C'est très bizarre. On a du mal à pronominaliser le groupe nominal sa pipe. La substitution d'un verbe synonyme, là, c'est complètement impossible. L'expression ne fonctionne plus si on dit il a rompu sa pipe. Ça ne marche qu'avec il a cassé sa pipe. C'est la même chose. Par exemple, je donnais une table ronde. Vous ne pouvez pas organiser un bureau rond, par exemple. Hein, je veux dire, ça ne marche qu'avec le mot table. De même pour le complément. Hein, on ne peut pas remplacer sa pipe par sa cigarette ou son brûle-gueule, etc. Hein. Brûle-gueule étant un synonyme ancien, un peu désuet de pipe. Le non-respect de la coréférentialité du pronom sujet, eh bien, ici, on ne peut pas avoir un pronom pour pipe qui renvoie à un autre référent que le sujet. On ne peut pas dire Max a cassé leur pipe. On ne peut pas non plus introduire d'adjectif pour modifier le nom. On ne peut pas dire donc, par exemple, Max a cassé sa vieille pipe. On ne peut pas non plus faire un clivage avec c'est que, c'est sa pipe que Max a cassée. On ne peut pas non plus mettre au passif, la pipe a été cassée par Max. On ne peut pas non plus considérer que le COD puisse répondre à une interrogation. Et puis on ne peut pas non plus relativiser. La pipe que Max a cassée fascine Luc. Alors, une unité polylexicale, on appelle cela aussi un phrasème. C'est une autre dénomination. Vous voyez que c'est quelque chose qui est au-delà du mot, mais qui n'est pas vraiment la phrase. Hein. C'est une sorte d'intermédiaire, c'est une sorte de construction. C'est sûr que dans les linguistiques cognitives qui ont introduit la notion de construction, donc notamment les grammaires de construction, traitent cela de manière tout à fait ordinaire, mais dans la grammaire plus traditionnelle, ça pose un peu un problème. Alors, les degrés de figement sont variables. Vous voyez, si vous comparez casser sa pipe à faire la pluie et le beau temps ou à enterrer la hache de guerre, eh bien, vous constatez que vous n'avez pas tout à fait les mêmes degrés de figement. On l'a vu, casser sa pipe est quand même très très bloqué. Il y a beaucoup de variations qui ne sont pas possibles. Mais en revanche, faire la pluie et le beau temps permet des variations, permet un plus grand nombre de variations. Par exemple, la focalisation, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font. Hein. Que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps. Bon, c'est limite, mais c'est acceptable. Voyez. En revanche, on ne pourra pas avoir le passif. La pluie et le beau temps sont faits par eux. D'accord?
Et pour enterrer la hache de guerre, qui est aussi une expression figée, puisque là, vous ne pouvez pas deviner le sens de cette expression, hein, qui signifie, je le précise pour les étudiants étrangers, enterrer la hache de guerre, c'est faire la paix, cesser un conflit. Bon. C'est bien une expression figée, mais beaucoup moins figée que les autres. D'accord ? Donc vous avez des degrés de figement, d'expression plus figées que d'autres, moins que d'autres, et le degré de figement des expressions, c'est ce qu'on mesure avec ce type de critères. Bon, ça, typiquement, c'est le genre de choses que je peux vous demander à l'examen, hein, d'étudier le degré de figement d'une expression en utilisant un certain nombre de critères. Alors, la question se pose ensuite de classer ces différentes expressions plus ou moins figées. Je vous propose ici une typologie de ces phrasèmes, de ces expressions figées. Mais figé, c'est un peu embarrassant parce que il faut l'entendre à ce moment-là, quand on dit expression figée, ça peut être très peu figé, mais ça peut être beaucoup plus figé. Donc le terme de phrasème est intéressant à cet égard parce qu'il ne préjuge aucunement du degré de figement, grand ou petit, des expressions considérées. On parle aussi dans certaines cultures grammaticales d'idiome, d'idiomaticité. Alors, donc, ce qu'on appelle un phrasème, d'une manière générale, c'est un syntagme non libre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par syntagme non libre ? Bon, si vous prenez une table ronde, vous pouvez l'interpréter comme un syntagme libre. Si c'est un syntagme libre, une table ronde, c'est une table que vous avez achetée et qui est ronde, par opposition à une table ovale, à une table rectangulaire, etc. Là, c'est pas du tout, c'est pas du tout un phrasème. Et à ce moment-là, vous pouvez faire toutes les transformations possibles. Vous pouvez dire cette table ronde, vous pouvez parler de la rondeur de cette table qui est imparfaite, par exemple. Vous pouvez faire toutes sortes de transformations. Vous pouvez dire cette table est ronde, vous pouvez faire une transformation attributive, enfin bref. Dès que vous avez table ronde au sens de réunion, là vous êtes dans le phrasème et vous ne pouvez plus du tout faire ces transformations. Quand vous parlez de « j'ai organisé une table ronde », vous ne pouvez pas dire « cette table était ronde » si vous parlez d'une réunion. Vous ne pouvez pas parler de la rondeur de la table, etc. etc. Donc, c'est pour cette raison que c'est important, parce que d'une certaine façon, lorsqu'on a le phrasème une table ronde, au sens d'une réunion, ronde n'est plus vraiment un adjectif épithète de table, même si syntaxiquement ça a l'air d'être le cas, mais ça ne fonctionne plus comme un adjectif autonome qui qualifierait le mot table. Hein ? C'est pas une table qui est ronde. Donc la relation, il n'y a plus de relation vraiment épithète. C'est un bloc, table ronde, qui forme en quelque sorte un seul mot, qui signifie réunion. Donc, hein, c'est dans ce sens-là qu'on parle de syntagme non libre. Bien, alors, parmi les syntagmes non libres, vous avez un premier embranchement entre les phrasèmes qui sont conditionnés pragmatiquement et ceux qui sont conditionnés non d'une manière pragmatique, mais qui correspondent à des phrasèmes sémantiques. Alors, les phrasèmes conditionnés pragmatiquement, ce sont en fait des constructions figées qui, en fait, figent la situation. C'est-à-dire que là, ce type de panneau, il est interprétable uniquement si vous comprenez le genre de situation dans laquelle il donne sa signification. Donc, je vous ai donné ici une définition de Xavier Blanco
qui est un prof à Barcelone du pragmatème, un spécialiste de ces questions-là. Un pragmatème est un phrasème qui constitue, donc un phrasème, un phrasème, donc ça correspond bien à ce dont on parle, qui constitue un énoncé complet et qui est restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est utilisé. Alors, ensuite, outre les pragmatèmes, vous avez tous les autres qui sont plus nombreux, enfin, il y a plusieurs cas. Donc, soit les phrasèmes sémantiques sont compositionnels, soit ils ne sont pas compositionnels. Compositionnel, on a déjà vu cette notion de compositionnalité. Compositionnel, ça signifie que j'obtiens le sens global à partir de la combinatoire pure et simple des unités composantes. Donc, par exemple, quand je passe une commande, j'ai une compositionnalité au sens où il y a bien l'idée de commande et l'idée de passer. Bon. Simplement, là où vous voyez que vous avez une colocation, c'est qu'en anglais, on dit place an order. On ne va pas dire pass an order. Donc, vous avez des contraintes comme ça dans les langues sur le choix d'un verbe. Un autre exemple classique, c'est en français, on peut dire se brosser les dents ou se laver les dents. Mais il y a des langues, beaucoup de langues dans lesquelles on ne peut pas dire se laver les dents. Je ne sais pas, en allemand, il me semble. Oui, vous dites. Ouais, fashion. Wash en anglais. Brush. Non, hein, on va dire brush teeth, pas wash en anglais. Très bizarre. Oui, c'est pas possible. D'accord. Donc, on dira plus facilement brosser, mais bien sûr, on a une brosse à dents. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans d'autres langues pour brosser les dents, laver les dents? Oui. Bon, enfin, peu importe. C'est simplement pour vous que vous compreniez bien cette notion de colocation, qui est une sorte de restriction. On n'a pas tout à fait le choix de mettre n'importe quel verbe, mais ça n'est pas pour autant figé au sens où comment dire, c'est une sorte de contrainte, de sélection. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle d'une commande, je ne vais pas dire en français je donne une commande. Je peux dire à la limite je fais, parce que le verbe faire est un verbe qui peut remplacer n'importe quel autre. Mais on va dire passer une commande. Bon. Donc c'est une restriction, mais on a une compositionnalité. Et puis ensuite, vous avez des clichés qui sont parfois des clichés ou des proverbes. Bon, ici, Meltchouk, alors oui, je ne vous ai pas dit, Meltchouk, c'est un linguiste très célèbre qui a travaillé sur ces questions-là. Bon, Meltchouk utilise le terme de cliché pour des formules comme abondance de biens ne nuit pas. Là, c'est une sorte d'expression proverbiale qui est transparente. Hein. C'est-à-dire, le fait d'avoir beaucoup de choses, ça ne fait pas de mal. Bon, abondance de biens ne nuit pas. Oui, on comprend parfaitement de quoi il s'agit. Et le sens du proverbe correspond, enfin, je veux dire, est relativement transparent. On l'a vu, hein, je ne vais pas y revenir, mais il y a toutes sortes de proverbes qui, eux, ne sont pas du tout transparents. Hein. Rappelez-vous les proverbes africains qu'on avait vus. Un autre exemple, où va la France? Voilà, là, ce sont des clichés. C'est compositionnel. Le sens peut être obtenu, le sens de la totalité peut être obtenu à partir du sens des unités composantes, mais on a une forme de restriction dans les constructions. Et ensuite, vous avez les phrasèmes sémantiques non compositionnels, qu'on appelle donc les locutions, avec 2 degrés de locution, ici les locutions faibles et les semi-locutions. Donc, attendre un enfant,
évidemment, il faut bien avoir en tête, en français, on l'oublie parce qu'on est tellement habitué à cette expression, mais je veux dire, ça n'est pas une expression transparente. Hein. Attendre un enfant, au sens littéral, ça veut dire que, je sais pas moi, vous êtes à la sortie de l'école et vous attendez un enfant qui va sortir. C'est ça le sens de attendre un enfant. Mais attendre un enfant au sens d'être enceinte, c'est pas du tout compositionnel, ça. D'ailleurs, bon, il y a sans doute des langues dans lesquelles on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire attendre un enfant pour signifier être enceinte. D'accord ? Donc on a clairement quelque chose de compositionnel. Mais la locution est faible puisque il y a quand même un lien, si vous voulez, entre l'idée d'attente, l'enfant. Bon, on a, même si on ne peut pas interpréter littéralement l'expression, il y a une sorte de lien facile à établir entre le sens littéral de l'expression et son sens dans la langue considérée. Pour fruits de mer, on parle de semi-locution parce que, certes, les fruits de mer ne sont pas des fruits, hein, donc c'est sûr qu'on n'a pas une catégorisation, ce ne sont pas des fruits. Hein. Je ne dirai jamais à quelqu'un est-ce que tu veux un fruit, une pomme, une poire ou un fruit de mer? Je veux dire, ça n'est pas du tout dans la même catégorie. Bon. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis la formule anglaise, on dit seafood, donc ça n'est pas tout à fait la même construction, mais on a quand même mer, qui ici a un lien avec le sens global de l'expression, d'où l'idée de semi-locution. Et puis les locutions fortes ou complètes, dans lesquelles là, on n'a plus de lien direct entre les unités. Si vous voulez, quand vous dites prendre le taureau par les cornes, pour signifier l'idée de s'engager sérieusement dans une action, d'essayer vraiment de résoudre un problème. Hein, je prends le taureau par les cornes. Il n'est pas du tout question ni de taureau, ni de cornes, ni de prendre quoi que ce soit. Hein. Donc là, on a une grande distance entre le sens des unités composantes et le sens global. Bon voilà, c'est une typologie qui est beaucoup utilisée par les spécialistes. Il y en a d'autres. Hein. C'est d'ailleurs tout un sujet de recherche d'étudier les frontières entre ces différentes sous-catégories de phrasèmes. Mais enfin, ce qui nous intéresse ici, sur la question de l'unité lexicale, c'est de savoir si j'ai une unité polylexicale dans attendre un enfant ou dans fruits de mer, et c'est effectivement le cas. Je n'ai pas fruits de mer, je ne peux pas l'analyser comme étant composé de deux unités lexicales, fruits et mer. C'est une unité lexicale polylexicale. Donc, alors il y a un petit problème, évidemment, la plupart des spécialistes vont dire que c'est la même chose pour les unités grammaticales. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé des locutions prépositionnelles ou des locutions conjonctives, comme à condition que, etc. Locutions conjonctives. Alors, est-ce qu'on va parler d'unité polylexicale? Ce qui est embarrassant, c'est qu'on utilise le mot lexical alors qu'il s'agit de mots grammaticaux. Bon, donc là, il y a un petit flou dans la terminologie. On devrait pouvoir parler d'unité lexicale et d'unité grammaticale, d'une certaine façon, hein, si on veut prendre le mot lexical au sérieux. Mais là, il y a un flou dans la terminologie. Hein. C'est-à-dire que, je pense, dans mon expérience de lecture d'articles de linguistique, on parle d'unité lexicale aussi bien pour les mots lexicaux que pour les mots grammaticaux. Donc, on peut considérer que, puisque en fait, on prend lexical au sens d'un mot qui existe dans le lexique, donc dans le dictionnaire. Et à ce titre, c'est vrai qu'une préposition comme de ou à apparaît dans le dictionnaire comme un mot, hein, mais c'est pas un mot lexical. Donc, vous voyez que l'unité lexicale peut être prise dans... Enfin, il y a une sorte d'homonymie, là. Unité lexicale peut être prise au sens d'unité du lexique, c'est-à-dire un mot qui appartient au lexique d'une langue, donc qui est dans le dictionnaire,
ou bien comme unité qui a un sens lexical, versus unité grammaticale qui a un sens grammatical. Et cette ambiguïté-là, elle est en général, elle reste irrésolue dans la plupart des publications. Alors maintenant, troisième point, à quoi sert une unité lexicale? Alors là, on va voir différentes questions, notamment qui vont m'amener à revenir sur des points élémentaires de linguistique saussurienne, sur le rapport entre les signes et le monde. Et puis, on verra aussi le rapport entre cette question de l'unité lexicale et le concept de dénomination, puis le concept plus important de catégorisation. Et enfin, on traitera du problème classique. On a vu que tous les manuels de sémantique abordaient cette question, donc on ne va pas la négliger, la question de la polysémie. Alors, bon, on a déjà vu que les unités lexicales jouaient un rôle crucial pour la description du sens des énoncés, pour, disons, l'extraction du sens des énoncés, pour la compréhension des énoncés, un rôle, je le rappelle ici avec l'exemple du télégramme, peut-être plus important que les unités grammaticales. Bon, c'est un premier point. Ensuite, une deuxième chose à comprendre, mais on va approfondir la notion de concept et de catégorie après, c'est que une unité lexicale, elle est lexicale, mais elle est aussi grammaticale au sens où elle appartient à une partie du discours. Une unité lexicale, en dépit des petites complications qu'il peut y avoir sur les frontières entre les adverbes lexicaux, grammaticaux, etc., une unité lexicale, elle appartient à une partie du discours. Une unité lexicale, ça va être, dans tel ou tel emploi, un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe. D'accord ? Alors qu'un concept ou une catégorie, ça n'a pas de partie du discours. C'est une chose du monde qui est, disons, c'est une abstraction à partir d'une chose qui existe dans le monde. Le concept de chaise, par exemple, n'a pas de partie du discours. C'est pas encore un nom. On peut l'exprimer avec la distinction, on peut exprimer cette idée avec la distinction entre idéogénèse et morphogénèse qu'on trouve chez Gustave Guillaume dans ce qu'il appelle la lexigénèse, c'est-à-dire le processus de construction du mot. Bon, Gustave Guillaume, c'est un très grand linguiste français dont on reparlera lorsque je traiterai la question du sens grammatical, enfin de la sémantique grammaticale. Donc, Guillaume distinguait deux stades dans la lexigénèse, dans la construction mentale du mot, un stade d'idéogénèse et un stade de morphogénèse. Alors, le stade de l'idéogénèse, c'est la construction du concept, justement. C'est-à-dire, il l'exprimait comme ça, là je n'ai pas noté la citation, mais grosso modo, ce qu'il disait, c'était la chose suivante. On isole de l'ensemble du pensable, on extrait de l'ensemble du pensable une notion particulière, un concept particulier. C'est pour cette raison qu'il y a cette flèche descendante, le haut signifie plutôt les choses le général et le bas le particulier. Donc quand on extrait un concept, on isole du pensable, on extrait de l'ensemble du pensable une notion particulière, on va du général vers quelque chose de particulier. Par exemple, je vais extraire la notion de se déplacer rapidement à pied. Se déplacer rapidement à pied, c'est-à-dire courir, la course. Je suis au niveau du concept. Mais ensuite, j'ai la morphogénèse qui, à partir de ce concept, va donner des propriétés grammaticales à ce concept. Et c'est là qu'à la fin du processus, je vais tomber, mettons, en conservant cet exemple que je viens de donner, se déplacer à pied rapidement, eh bien ça va donner soit le substantif la course, soit le verbe courir, à la fin de la morphogénèse, qui remonte vers la généralité parce que le concept particulier, lorsqu'on lui confère une partie du discours, lorsqu'on lui donne des propriétés correspondant à une certaine partie du discours,
il rejoint la généralité des parties du discours. Autrement dit, courir, le concept de courir ou de la course, hein, puisque au niveau du concept, courir, la course, c'est la même chose, au niveau du concept. Bon, c'est un concept très particulier. Mais à partir du moment où je dis courir, le verbe courir, eh bien, ce verbe devient, si on veut, un verbe comme tous les autres, dans sa généralité de verbe. Il a les propriétés de tous les verbes. Donc il peut se conjuguer, etc., etc. Donc c'est en ce sens-là qui redevient quelque chose d'un peu général. Bon, donc vous voyez, je vous donne ce schéma sans entrer dans le détail de la théorie guillaumienne, mais simplement parce que il me semble bien distinguer le plan du concept, qui est celui de l'idéogénèse, et le plan de l'attribution de propriétés grammaticales. Hein. Quand on dit les mots lexicaux, on ne veut pas dire que c'est des mots qui n'ont pas de propriétés grammaticales. Hein. Les mots lexicaux, nom, verbe, adjectif, adverbe, se distinguent entre eux, non seulement par leur sens descriptif, par ce à quoi ils renvoient dans le monde, mais aussi par leurs propriétés grammaticales. Un nom n'a pas les mêmes propriétés qu'un verbe, qu'un adjectif, etc. Donc, les mots lexicaux, ils ont aussi des propriétés grammaticales, hein, bien sûr. Ils ont des propriétés grammaticales qui correspondent à leur partie du discours, hein, ou à leur classe grammaticale. Donc, ça c'est un point essentiel, hein, l'unité lexicale appartient à une partie du discours. Alors que le concept, qui signifie aussi la catégorie, hein, lorsque je parle du concept de chaise, du concept de cours, je ne suis pas encore dans le mot chaise, hein, je parle d'une catégorie mentale qui regroupe toutes sortes d'objets possédant un certain nombre de caractéristiques. Mais je n'en ai pas encore fait un mot de ce concept. Bon, mais on reviendra sur la notion de catégorisation plus tard. Bien, alors, avant d'aborder la question saussurienne, je vois qu'il est déjà plus de midi, donc on va faire une pause et ensuite je repars sur Saussure. Alors, je reprends avec quelques rappels issus du cours de linguistique générale sur la question du rapport entre les unités lexicales et le monde extralinguistique, hein, puisqu'on a dit à plusieurs reprises que les unités lexicales se caractérisaient par leur caractère descriptif, elles décrivent les choses qu'elles désignent, mais cela pose problème dans la théorie linguistique, et c'est précisément l'un des apports de Saussure d'avoir montré qu'il y a une relation, entre les unités lexicales qui est d'un type différent de la relation entre les unités lexicales et le monde. Alors, la théorie saussurienne de la valeur, dont je vais vous parler à partir de quelques citations, vise à montrer que Saussure se situe dans une conception binaire du signe. C'est-à-dire, on a, selon ce schéma très connu, un signifié, un signifiant. Alors, ce que je voudrais, c'est rapidement, bien sûr, vous montrer l'originalité de cette perspective, qu'on oublie un peu souvent parce que, ce sont des termes extrêmement utilisés dans le discours linguistique, mais il faut quand même avoir à l'esprit ce qu'ils excluent. Et ce qu'ils excluent, c'est ce qu'on va voir après avec les modèles plus classiques qui sont ternaires, eux. Hein. Ce qu'ils excluent, c'est précisément le monde extralinguistique. Si je dis que le signe, c'est un signifié et un signifiant, je ne parle plus du tout de la relation entre le signe et le monde. Bon. Ce qui n'apparaît pas vraiment dans ce schéma-là, hein, puisqu'ici on a un arbre, donc on a l'impression qu'on a un concept, ça n'apparaît pas vraiment non plus ici si on parle d'un rapport entre un concept et une image acoustique. Là, j'ai trouvé ça sur Internet en anglais, mais sound image, c'est la même chose que l'image acoustique. Et c'est la raison pour laquelle, dans les écrits de Saussure, la terminologie a évolué vers cette distinction entre signifié et signifiant qui, là, n'a plus du tout cette ambiguïté de savoir si le signifié désigne un concept ou ça n'est pas un concept. C'est différent. Bon. Alors, en quoi ? Voyons comment Saussure distingue valeur et signification.
Donc je cite un extrait du cours de linguistique générale. Prenons d'abord la signification telle qu'on se la représente et telle que nous l'avons figurée page 99. Donc la signification, c'est le rapport entre signifié et signifiant. Elle n'est, comme l'indiquent les flèches de la figure, que la contrepartie de l'image auditive, c'est-à-dire du signifiant. La signification, c'est la contrepartie du signifiant, c'est-à-dire l'idée à laquelle renvoie le signifiant. Tout se passe entre l'image auditive et le concept dans les limites du mot, considéré comme un domaine fermé existant pour lui-même. Voici l'aspect paradoxal de la question. Je poursuis la citation. D'un côté, le concept nous apparaît comme la contrepartie de l'image auditive ou du signifiant dans l'intérieur du signe, et de l'autre, ce signe lui-même, c'est-à-dire le rapport qui relie ces deux éléments, est aussi et tout autant la contrepartie des autres signes de la langue. Alors là, on va passer d'un plan à un autre, si vous voulez, du plan de la signification au sens du rapport entre signifié et signifiant, au plan de la valeur, qui est le plan de l'opposition d'un signe avec d'autres signes. Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres, donc là la phrase n'est pas terminée, mais cette notion de valeur elle est représentée, voyez, par ce second schéma où on a les couples signifiés-signifiants qui s'opposent les uns entre eux. Qui s'opposent entre eux, les uns aux autres. Donc ça, c'est la notion de valeur qui est exprimée par la relation des signes entre eux, tandis que la relation de signification, c'est la relation entre signifiant et signifié. Donc je continue la phrase. Puisque la langue est un système dont tous les termes sont solidaires et où la valeur de l'un ne résulte que de la présence simultanée des autres selon ce schéma, comment se fait-il que la valeur ainsi définie se confonde avec la signification, c'est-à-dire avec la contrepartie de l'image auditive? Ce qui est exprimé ici, c'est cette idée qu'on a tendance, disons, à confondre valeur et signification. Il semble impossible d'assimiler les rapports figurés ici par des flèches horizontales à ceux qui sont représentés plus haut par des flèches verticales. Autrement dit, pour reprendre la comparaison de la feuille des papiers qu'on découpe, alors cette comparaison, c'était l'idée que de la dualité du signe, le fait que le signe est formé d'un signifiant et d'un signifiant, d'un signifié et d'un signifiant, aussi indissociable, c'est écrit de cette façon-là dans le cours de linguistique générale, que le recto et le verso d'une feuille de papier. Une feuille de papier a un recto, un verso, ils sont absolument indissociables, donc ces deux faces du signe sont indissociables. C'est ce qu'on appelle techniquement la dualité du signe linguistique. Il a deux faces. Autrement dit, on ne voit pas pourquoi le rapport constaté entre les divers morceaux ABCD n'est pas distinct de celui qui existe entre le recto et le verso d'un même morceau. Bien. Pour répondre à cette question, constatons d'abord que même en dehors de la langue, toutes les valeurs semblent régies par ce principe paradoxal. Donc là, on entre, si vous voulez, dans une théorisation générale de la valeur, du concept de valeur, de la notion de valeur, au-delà même de la linguistique. Dans une valeur, lorsqu'on parle de valeur, on a toujours deux aspects. D'une part, une chose dissemblable à la chose envisagée sous l'angle de la valeur, susceptible d'être échangée contre celle dont la valeur est à déterminer, et puis par des choses similaires qu'on peut comparer avec celle dont la valeur est en cause. Alors, le point est illustré dans la citation suivante, qui sera la dernière. Ces deux facteurs, le fait qu'il y ait une chose dissemblable qu'on puisse échanger contre celle dont la valeur est à déterminer, et puis des choses similaires qu'on peut comparer, ces deux facteurs sont nécessaires pour l'existence d'une valeur. Ainsi, pour déterminer ce que vaut une pièce de 5 francs, bon, ça marche aussi avec les euros, il faut savoir, qu'on peut l'échanger contre, là il y a une faute de frappe, contre une quantité déterminée d'une chose différente, par exemple du pain, donc effectivement vous pouvez échanger une certaine somme d'argent contre du pain, et d'autre part qu'on peut la comparer avec une valeur similaire du même système, par exemple une pièce de 1 franc ou avec une monnaie d'un autre système, $1, etc. De même, c'est là
l'analogie est faite. Un mot peut être échangé contre quelque chose de dissemblable, une idée, ça c'est la relation de signification entre signifiant et signifié, donc on échange une chose contre une autre. Et en outre, il peut être comparé avec quelque chose de même nature, un autre mot. Donc ça c'est la valeur telle qu'elle était schématisée tout à l'heure par des signes en relation les uns avec les autres, c'est-à-dire ces couples signifiants-signifiés les uns comparés aux autres. Sa valeur n'est donc pas fixée, la valeur du mot, tant qu'on se borne à constater qu'il peut être échangé contre tel ou tel concept, c'est-à-dire qu'il a telle ou telle signification. Il faut encore le comparer avec des valeurs similaires, avec les autres mots qui lui sont opposables. Son contenu n'est vraiment déterminé que par le concours de ce qui existe en dehors de lui. Faisant partie d'un système, il est revêtu non seulement d'une signification, mais aussi et surtout d'une valeur, et c'est tout autre chose. Signification et valeur. Et là, il y a cet exemple que je vous avais déjà donné, mais je vous ai remis la citation pour que vous voyiez la source de cet exemple très classique. Le français mouton peut avoir la même signification que l'anglais sheep, mais non la même valeur. Et cela pour plusieurs raisons, en particulier parce que, en parlant d'une pièce de viande à prêter servie sur la table, l'anglais dit mutton et non sheep. La différence de valeur entre sheep et mouton tient à ce que le premier a à côté de lui un second terme, ce qui n'est pas le cas pour le mot français. Donc je n'y reviens pas, j'ai déjà traité de cet exemple. Donc vous voyez cette distinction entre signification et valeur. Mais qu'il s'agisse de signification, donc de relation entre signifiant et signifié, ou de valeur, c'est-à-dire vous voyez, dans cette citation, on voit bien que le concept de valeur chez Saussure est lié au concept de système. On a un système, au sens d'une vraie systématicité, c'est-à-dire de mots qui sont tous reliés les uns aux autres et qui sont dans un réseau d'opposition. C'est ça la théorie de la valeur chez Saussure. Et on n'a pas besoin de décrire la chose du monde qui est désignée par le mot. Vous voyez, les concepts de signifiant-signifié, la théorie de la valeur reste, mais c'est surtout dans le cas de la théorie de la valeur, elle est indépendante de la description de la chose désignée, du référent, du mot considéré. Alors, l'objectif de Saussure était, je vous le rappelle, de s'opposer à une conception nomenclaturiste de la langue. Qu'est-ce qu'une conception nomenclaturiste de la langue? C'est une conception dans laquelle les langues seraient, les structures des langues, les différentes catégories observables dans les langues, seraient simplement un reflet de ce qui existe dans le monde. C'est-à-dire, dans le monde, j'ai des moutons, j'ai des chèvres, j'ai des vaches, donc dans la langue, par reproduction, d'une manière similaire, j'aurai le mot mouton, le mot chèvre, le mot vache. D'accord ? Bon, eh bien, c'est ça une conception nomenclaturiste. J'ai une liste de choses et je mets en face de chaque chose un mot. Voilà. Et simplement, d'une langue à l'autre, la même chose est désignée par un mot différent. Ce serait ça une conception nomenclaturiste. Bon, bien, précisément, l'exemple de mouton avec ce non-parallélisme entre le français et l'anglais, où vous avez deux mots, mutton et sheep, pour l'anglais, alors que vous avez un seul mot, mouton, en français, montre bien que ça n'est pas de cette façon que fonctionnent les langues. Les langues créent à l'intérieur d'elles-mêmes des réseaux d'opposition qui ne sont pas entièrement conditionnés par les structures du monde extérieur à la langue. C'est-à-dire que, certes, je peux considérer qu'un animal, c'est d'une part un animal et d'autre part la viande de l'animal que je peux utiliser, à supposer que je ne sois pas végétarien et que j'utilise la viande de l'animal pour me nourrir. Mais cette distinction entre animal et viande de l'animal, je peux la faire, mais c'est pas non plus une caractéristique objective du monde qui devrait obligatoirement être prise en charge dans les langues. Elle est prise en charge en anglais et pour le mot mutton, mouton, sheep, sheep, mutton, mais est-ce qu'elle l'est pour d'autres viandes? Oui? Cow et beef? Oui, il y en a beaucoup. D'accord.
Pas pour chicken, par exemple. Pour chicken, on a le même mot pour l'animal et pour la viande. Bon, donc on voit bien que cette distinction entre l'animal et la viande de l'animal, ça n'est pas quelque chose qui existe dans le monde et que les langues devraient absolument refléter. Les langues s'organisent dans leur système propre pour effectuer ou non une distinction qui peut être vue dans le monde. Mais alors, vous voyez, ça renverse la perspective. C'est-à-dire que si ma langue effectue une distinction, eh bien cette distinction, je vais la voir dans le monde. Elle va être plus apparente pour moi dans le monde. Donc ça renverse la perspective, ça donne cette impression, bon, on peut le formuler d'une manière un peu extrême de cette façon-là, que le monde que je vois est conditionné par la langue que je parle. Je ne vois pas le même monde. Les langues, comme on dit à une époque certains linguistes, les langues sont presque des lunettes à travers lesquelles je vois le monde. Bon, alors, c'est un peu plus... Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses objectives dans le monde, il y a quand même des liens référentiels assez réguliers entre les langues et le monde. Mais il y a quand même toutes sortes de zones de variation et on ne peut pas décalquer, si vous voulez, l'organisation du monde sur l'organisation des langues. Parce que d'une langue à l'autre, ce ne sont pas les mêmes distinctions qui sont faites, même si ce sont parfois les mêmes référents qui sont visés. Alors, vous voyez, l'originalité, c'est une invention assez prodigieuse, cette conception purement binaire du signe linguistique. Signifié, signifiant, dualité, et puis système de la valeur, opposition des signes entre eux, sans du tout avoir besoin de faire référence aux objets du monde. Dans les systèmes plus traditionnels, on a ce qu'on appelle un triangle sémiotique, c'est-à-dire trois pôles. Un pôle pour le signifiant, mais là, en fait, je mets signifiant, signifié, mais ça ne veut plus rien dire, parce que si vous voulez, signifiant, signifié n'a de sens que si on ne l'oppose pas au référent. Mais grosso modo, l'idée de signifiant renvoie à la forme du signe. Ce qu'on appelle, vous voyez, il y a toutes sortes, là j'ai emprunté ce schéma à un article qui est disponible en ligne sur cette adresse. C'est un schéma très pratique qui finalement récapitule tous les termes différents qu'on a utilisés pour chacun des pôles du triangle sémiotique. Alors il y a toujours un pôle pour la forme du signe, alors signifiant, parole, vox, mot, signe, représentamen, etc. Un pôle pour la signification, signifié, état d'âme, intellectus, conceptus, idée, interprétant, etc. Et puis un pôle pour la chose désignée. C'est ce pôle-là qui, chez Saussure, est complètement forclos, qui est complètement éliminé, enfin qui n'est pas pris en considération. Et donc ce pôle-là, c'est le référent, la chose, la res, le dénotatum, etc. Alors vous voyez que, évidemment, c'est très complexe tout cela, puisque le même mot peut, selon les auteurs, désigner un des pôles du triangle ou l'autre. Bon. Bref, je rappelle simplement ce triangle sémiotique pour vous montrer que c'est la conceptualisation la plus classique et la plus stable historiquement du signe, et que, à côté de cette conceptualisation, la conceptualisation saussurienne du signe est très marginale, très particulière, très originale. Chose qu'on oublie souvent en parlant juste de signifiant et de signifié. Alors, j'en viens maintenant plus concrètement aux différents composants, aux différents aspects. Qu'est-ce qu'on décrit dans une unité lexicale ? Bon, alors si je prends l'unité lexicale homme, j'ai un signifiant qui s'écrit en alphabet phonétique de cette façon-là, homme. Il faut ajouter le signifiant graphique, il y a le signifiant oral, le signifiant graphique, et puis il y a aussi le signifiant gestuel. Dans les langues des signes, qu'elles soient, vous savez, les langues des signes
sont depuis un certain nombre d'années beaucoup étudiées en linguistique, ce sont vraiment des langues qui simplement utilisent un signifiant différent et qui donc, en raison de cette différence de signifiant, ont des structures différentes, mais ce sont des langues. Bon, ça c'est le signifiant. Ensuite, il y a la réalisation ou la perception du signifiant. Oral, graphique, alors j'aurais dû ajouter ici visuel pour être plus général que graphique. Donc, le signifiant lui-même est autre chose que la perception, puisque le signifiant c'est une sorte d'abstraction, alors que la réalisation ou la perception du signifiant met en jeu là des propriétés cognitives, articulatoires, auditives, etc., qui sont dont l'intégrité est nécessaire pour qu'il y ait effectivement une perception, une réalisation. Ensuite, il y a le signifié. Alors pour un mot comme homme, vous avez tout au moins pour l'instant deux signifiés possibles. Soit être appartenant à l'espèce animale la plus développée sans considération de sexe, homme versus animal. Bon, quand je dis la plus développée, c'est parce que j'ai repris, alors évidemment, si vous êtes antispéciste, vous allez considérer que cette description est erronée, mais bon, peu importe, j'aurais peut-être dû mettre autre chose, mais enfin j'ai recopié j'ai dû reprendre la définition du TLF, sans doute, je ne me souviens plus. Donc là, c'est homme versus animal. C'est un premier SEM, au sens où on l'a vu dans le cours de la semaine dernière. Et puis vous avez un deuxième signifié. Donc là, c'est homme au sens de l'homme est mortel. Quand je dis l'homme est mortel, ça peut être un homme, une femme, un enfant. Bon. Et ensuite, il y a un deuxième sens plus restreint, mâle, adulte, de l'espèce humaine. Donc avec un deuxième SEM et un troisième, avec donc homme versus femme ou versus enfant. Bon alors, vous savez bien que dans aujourd'hui, l'emploi générique de homme, c'est une petite remarque, une petite parenthèse là, l'emploi générique de homme pour subsumer à la fois homme et femme en particulier, est critiqué d'une certaine façon. Je veux dire, par exemple, un certain nombre d'acteurs sociaux préconisent qu'on dise plutôt les droits humains que les droits de l'homme, puisque homme semble opposer homme et femme. Les droits de l'homme vaudraient pour l'homme au sens numéro 2, là, être humain, mâle de sexe masculin, et pas pour les femmes. Donc il y a une sorte d'ambiguïté. Il n'est pas exclu, si ce genre d'idée s'installe dans la langue, mais ça c'est absolument imprévisible, il n'est pas exclu qu'un jour, le sens de homme, le sens 1 de homme, disparaisse du français, et qu'on ne puisse plus dire homme en général pour dire homme ou femme. C'est possible, personne ne peut le savoir, mais c'est une évolution possible du lexique du français. Et à ce moment-là, homme signifierait uniquement homme versus femme versus enfant. Mais on n'utiliserait plus le mot homme, on dirait humain, par exemple, un humain, pour dire voilà, l'homme en général. C'est une évolution possible du vocabulaire. Bien. Ensuite, quand vous parlez du référent, c'est-à-dire un homme particulier, là ici un homme idéal, chose qui n'existe pas, comme chacun le sait. Donc là, on a besoin d'un déterminant. Pour faire en sorte que le mot homme renvoie à un homme particulier, on a besoin d'un déterminant. Cet homme, ces hommes, l'homme, etc. Et puis donc, ensuite, vous avez la notion de catégorie ou de concept, c'est-à-dire le concept d'homme au sens 1 ou 2. Vous avez bien deux catégories, deux concepts qui sont véhiculés par le même signifié. Et ces catégories, elles n'ont pas de partie du discours. Oui, j'ai oublié, j'aurais dû ajouter ici les propriétés grammaticales du mot homme, qui est le fait qu'il s'agit d'un nom commun, donc qui est susceptible d'avoir un masculin, un pluriel, d'être employé au pluriel, au singulier, etc. etc. Alors, deux remarques complémentaires. D'une part, le référent n'est pas forcément un objet du monde qui existe réellement.
le référent peut très bien être imaginaire. Parce qu'évidemment, quand on dit que une unité lexicale, mettons par exemple un nom, a un sens descriptif, il décrit quelque chose du monde. Alors on pourrait dire, bah oui, mais les licornes ou le Père Noël n'existent pas dans le monde, donc comment ça peut être descriptif? C'est-à-dire que, évidemment, vous voyez bien, personne ne se trompe. Si je vous demande de dessiner un Père Noël, ou si je vous montre une image d'un bonhomme barbu avec une barbe blanche, un habit rouge, une hotte sur le dos d'un côté, et puis de l'autre un petit bonhomme vert avec des antennes sur la tête, et je vous demande lequel est le Père Noël, vous allez être capable de le dire. Donc on a des représentations correspondant aux unités lexicales. On a des représentations. Donc ce qui compte, ça n'est pas tellement que le référent existe ou n'existe pas dans le monde, mais que ce référent corresponde à des représentations partagées dans une communauté linguistique, culturelle. On a des représentations. Et ce référent, finalement, ça n'est pas forcément quelque chose qui existe réellement dans le monde. Et puis, par ailleurs, comme on l'a vu avec l'exemple de Shipp et Meuthen, d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Et en effet, certaines langues, certains concepts ont des signes dans certaines langues et pas dans d'autres. Alors je vous donne quelques exemples que j'ai pris dans un article qui date d'il y a 2 ans. Donc des exemples variés pour vous montrer que une chose relativement évidente, mais vous voyez, il y a des mots dans toutes sortes de langues diverses qu'on peut très bien comprendre. Vous voyez, ce mot indonésien, berlengang, ça signifie marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. On peut très bien se représenter cela, d'accord? Donc, on peut se faire un concept. Le concept est accessible pour des Français, d'accord? Mais en revanche, on n'a pas d'unité lexicale pour ça en français. Donc, on ne fera pas la différence dans le comportement de quelqu'un, dans sa façon de marcher. Est-ce qu'il appartient à la catégorie berlengang ou pas? Deuxième exemple, alors là, je ne sais pas si je me lance dans la prononciation, menkak, taper des pieds sur le sol de façon répétée quand on est en colère. Donc vous voyez d'ailleurs l'iconicité là, menkak. On visualise aussi très bien, on peut très bien conceptualiser ce que ça signifie. On peut avoir un concept sans avoir d'unité lexicale. Je veux dire, juste là, en vous montrant cet exemple, je pourrais vous montrer des vidéos de personnages qui correspondraient ou pas à cette catégorie, et vous n'auriez aucune difficulté à dire oui, ça c'est menkak, ça c'est pas menkak. Je veux dire, c'est immédiat, on comprend tout de suite le concept. On peut l'avoir, le concept. Mais en revanche, on ne dispose pas d'unité lexicale en français pour ça. On n'a pas de mots pour désigner ça. On va dire il est en colère, il est fâché, il s'énerve. Mais on n'a pas de mots pour ça. Bon, on ne va pas vous lire si ça vous amuse les autres, mais on a toutes sortes de situations pour lesquelles on peut se faire un concept sans avoir d'unité lexicale. Donc il y a quand même une dissociation entre le plan de la conceptualisation ou de la catégorisation et le plan de l'unité lexicale. Ce qu'on peut dire, donc ça signifie que quand je disais tout à l'heure, c'est pour cette raison que j'ai précisé que c'était une position un peu excessive, quand je disais tout à l'heure que les langues conditionnent en quelque sorte notre vision du monde, c'est ce qu'on appelle parfois l'hypothèse de Sapir-Whorf, que les langues nous font voir le monde d'une certaine façon. Ce genre d'exemple tente à montrer que c'est faux, puisque même si on n'a pas le mot, on peut visualiser le concept, on peut s'imaginer
ce que signifient les choses. Donc, au fond, bon, bah, d'accord, j'ai pas le mot, mais je peux quand même comprendre de quoi il s'agit. Hein. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le mot que je n'ai pas accès à la conceptualisation que ce mot véhicule dans une autre langue. Mais en revanche, dans mes représentations quotidiennes, je ne vais pas catégoriser les choses de la même façon. C'est-à-dire que quand je vois, enfin, je veux dire, dans la culture, disons, française, c'est à supposer que ça ait un sens, mais enfin bon, l'idée de marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche n'est pas un comportement typique qu'on isolerait comme tel et qu'on remarquerait. Donc, cette situation d'accessibilité des concepts sans les unités lexicales montre, c'est que la présence d'une unité lexicale pour désigner une réalité dans une culture donnée donne à cette réalité une sorte d'accessibilité, de saillance. On voit tout de suite à quoi on fait référence. Hein. Mais c'est une question de degré, encore une fois. Alors on peut du coup avoir une version un petit peu plus complète du triangle sémiotique. Le signifiant, qu'il s'agisse de son, de geste ou de lettre, hein, eh bien, il est spécifique aux langues, c'est ce qui est indiqué ici en bleu, spéc L, c'est-à-dire spécifique à une langue donnée. Le signifié aussi, il est spécifique à une langue donnée. Hein, rappelez-vous le signifié de sheep et de mutton, enfin de sheep n'est pas le même que le signifié de mouton. Et le signifié permet de renvoyer à des concepts ou à des catégories qui, elles, sont indépendantes des langues. Enfin, elles, eux, les concepts sont indépendants des langues comme les catégories. Et ces concepts ou ces catégories vous donnent accès à des référents réels ou imaginaires qui sont en fait des membres de la catégorie. Donc, on arrive à ce premier bilan. Hein, à quoi sert une unité lexicale? Eh bien, on vient de le voir, il véhicule des concepts, un ou plusieurs concepts. On a vu que le mot homme, l'unité lexicale homme, véhicule au moins deux concepts, hein, deux catégories. Homme au sens d'être humain, en général, homme au sens d'être humain, mâle, adulte. Par ailleurs, on vient de voir aussi que les langues véhiculent des structurations conceptuelles différentes. Donc, encore une fois, ce n'est pas la réalité qui dicte les distinctions conceptuelles. Ce sont des possibilités qui sont exploitées par les langues ou pas. Et alors, on peut quand même penser qu'un certain nombre de concepts sont communs aux différentes langues, aux différentes cultures, il faudrait dire. Hein. Ça, évidemment, c'est une hypothèse très, très engageante, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a un niveau conceptuel qui permet de rendre compte de langues même très diverses? Un niveau conceptuel vraiment commun. Alors ça, vous vous souvenez quand Rastier parlait des ontologies, voilà, c'est cela que ce genre de choses désigne, c'est est-ce qu'on peut avoir des ontologies qui sont communes à des groupes de langues ou à toutes les langues. Bon, mais ça reste une question. Hein. Très probablement, il y a des concepts communs, mais le considérer comme une généralité à un point de départ de l'analyse, c'est encore une autre affaire. Ensuite, produire une unité lexicale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est informer que j'inclus une entité
ou une catégorie dans une certaine catégorie. Hein, plusieurs catégories sont possibles pour un même référent. Je ne sais pas moi, une chaise, je peux... voilà, si je dis ceci est une chaise, je l'inclus dans la catégorie des chaises, mais je peux dire ceci est une chose en bois, ceci sert à s'asseoir, enfin bref. Je peux utiliser différentes catégories pour inclure mon concept. Et puis comprendre une unité lexicale, eh bien, c'est comprendre à quel type d'entité renvoie la catégorie, éventuellement à quelle entité singulière, c'est-à-dire si dans le cas typique des noms propres, hein, dans le cas des noms propres, je renvoie à une entité singulière. Et donc, pourquoi cette catégorisation a été sélectionnée, hein. Parce que, évidemment, dès qu'on prend conscience de cette distinction entre le référent et le concept au sens d'une catégorie, je constate que le même objet du monde, ou le même être du monde, je peux en parler avec différentes catégories, pour la même chose. C'est-à-dire, pour prendre un exemple très, un peu délicat, un peu polémique, disons, mais un certain nombre d'articles sur la situation américaine montrent ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que la population des prisons aux États-Unis est majoritairement masculine et de personnes noires. Bien. Alors, et puis, par ailleurs, majoritairement de personnes de milieux sociaux défavorisés. Bon. Alors, si vous voulez parler de cette catégorie de personnes, vous pouvez en parler en utilisant ces deux catégories différentes. Vous pouvez dire il y a une majorité de Noirs en prison ou une majorité de personnes défavorisées en prison. Sont les mêmes, mais simplement vous utilisez une catégorisation, une dénomination différente dans les deux cas. Mais vous voyez bien que, je veux dire, si vous êtes dans une perspective racialiste ou raciste, etc., vous allez utiliser plutôt la dénomination noire pour catégoriser le fait qu'une certaine catégorie de personnes est dangereuse, et c'est pour cette raison qu'elle est en prison. Bon, il y a d'autres façons de présenter les choses, mais ou alors vous utilisez une dénomination qui évite cela et qui dit qui dit une chose qui est vraie d'ailleurs dans beaucoup de sociétés, hein, c'est que la plupart du temps la délinquance s'observe dans les milieux défavorisés. Mais vous voyez bien que vous avez des dénominations différentes possibles pour les mêmes référents et qui ont des enjeux complètement différents. La raison pour laquelle vous allez choisir de nommer un même objet d'une façon ou d'une autre engage votre discours ou révèle votre point de vue. Et c'est un ressort très classique de la parole politique. Très souvent, les hommes politiques utilisent volontairement tel terme ou tel autre. Regardez en France tous les problèmes qu'il y a autour de la dénomination de la population musulmane. Si vous dites les musulmans, les islamistes, etc., vous voyez tout ce genre de problèmes. Ce sont des problèmes de dénomination, hein, des problèmes de quelle unité lexicale on choisit pour parler de la réalité. Et les gens qui veulent vous faire croire qu'il n'y a qu'une seule façon de nommer cette réalité, toujours vous trompent. C'est-à-dire ils ne veulent pas révéler les raisons de leur propre choix. Donc il faut toujours faire attention à ça et ne pas sombrer dans le mythe du dictionnaire. C'est-à-dire, le mythe du dictionnaire, ça consiste à vous dire, ben oui, voyez, moi j'utilise ce mot qui a telle définition dans le dictionnaire, donc il est valable pour la réalité que je désigne. Donc on n'a rien à me dire sur ma dénomination, sur le choix de mon unité lexicale. Ben si, il y a toujours plusieurs possibilités. De dénommer un être, un objet, un groupe de population, etc., etc. Et le choix que vous faites de telle ou telle dénomination engage révèle plutôt vos intentions,
disons vos idées, quoi. Alors, je termine sur cette diapositive. Donc, les catégories ou concepts sont des processus mentaux qui ont des occurrences dans le monde réel ou imaginaire. Donc, le fait de fabriquer une catégorie, c'est un processus mental, mais précisément, c'est ce qu'on va voir dans les cours suivants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend exactement par catégorisation, quel est ce processus par lequel on construit des concepts ou des catégories à partir de certaines réalités. Donc, c'est ce qu'on examinera à partir de la semaine prochaine, parce que là, je n'ai plus le temps d'entrer là-dedans. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Non ? Ben écoutez, très bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.